maintenant, il est temps de passer à la partie table ronde de notre webinaire. Alors, pour cette table ronde, on n'a pas de présentation. Nous avons donc quatre orateurs qui vont nous parler des relations entre, on va dire, ces questions de santé animale et l'économie. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Je vais leur demander de faire coucou à la caméra pour que vous puissiez voir qui est qui. Donc, ouais, il y a leur nom marqué sur Zoom. Donc, tout d'abord, nous avons deux collègues de l'IFIP, donc Alexia Aubry, qui est ingénieure agronome, qui est ingénieure d'études au pôle technique d'élevage de l'IFIP et qui travaille sur les résultats techniques et technico-économiques des éleveurs de porcs. Elisa Husson, qui est également à l'IFIP, agronome, qui s'est spécialisée dans le développement agricole, qui est également ingénieure d'études à l'IFIP, mais ingénieure d'études économiques. Et elle s'intéresse aux aspects économiques, mais non pas de l'exploitation, mais des aspects économiques sur le marché du porc, à la fois marché national, marché international, et sur les échanges de produits porcins. Donc, Alexia et Elisa vont nous parler de l'impact économique de possibles émergences en production porcine. Alors, nous avons, pour compléter, nous avons, pour ce qui est des volailles, nous avons Maxime Quentin, qui vient d'ouvrir sa caméra, merci Maxime, qui est directeur adjoint et directeur scientifique de l'ITAVI. Donc, ITAVI, c'est Institut technique de l'aviculture, des pisciculture et cumiculture, mais aujourd'hui, on ne va pas parler ni poisson ni lapin, on va se focaliser plutôt sur l'aviculture. Et puis, finalement, nous avons Arnaud Rowe. Donc, Arnaud est chargé de recherche en économie dans l'UMR Bioépar. Et donc, il travaille sur le rôle, donc c'est un chercheur qui travaille sur le rôle et la place des maladies des animaux de production dans les comportements des marchés et dans les stratégies d'acteurs. Donc, merci à tous les quatre pour avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, on a, pour inspirer nos participants, on a prévu quelques questions pour démarrer. Donc, on va vous poser à tous la même question à tour de rôle. Donc, tout d'abord, Alexia, puis Elisa, en fait, on aimerait savoir, donc vous avez travaillé sur de l'évaluation économique. Donc, pour vous, c'était de ce que pourrait être une épidémie de peste porcine africaine. On a vu dans la présentation précédente que ce n'est pas très, très loin de chez nous, c'est quelque chose qui diffuse. Et donc, dans quel cadre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel cadre vous avez réalisé un travail d'économie sur cette potentielle émergence, quel type d'ordre de grandeur de coûts vous avez obtenu, et peut-être nous expliquer rapidement comment vous avez réalisé ces estimations. Peut-être Alexia, pour commencer. Oui, très bien, merci, je vais démarrer. Donc, effectivement, donc à l'IFIP, on a démarré ce travail en fait suite à la menace de la fièvre porcine africaine à nos frontières en Belgique en 2018. Donc, suite à ce risque, la France en fait a mis en œuvre un plan d'intervention sanitaire d'urgence, un PISU. Et au sein de ce plan, donc, il fallait mettre en œuvre des exercices de grande ampleur, enfin des exercices, voilà. Et donc, on en a réalisé un au niveau de la production porcine, donc piloté par la DDPP du Finistère et l'OS Port-Bretagne. Donc, l'objectif de cet exercice était de simuler l'apparition d'un foyer de fièvre porcine africaine dans un élevage porcin, dans une zone de forte densité porcine, donc en l'occurrence là, dans le Finistère. Donc, l'ensemble des acteurs du territoire a été mobilisé, tous les aspects ont été traités. L'objectif était d'anticiper au mieux les actions à mettre en œuvre justement pour bien se préparer si jamais une telle crise devait arriver. Donc, au niveau de l'IFIP, on a en particulier été chargé de la partie donc, de l'évaluation économique des conséquences d'une telle crise pour l'élevage foyer, donc, puisque là on s'intéressait à un foyer domestique, mais aussi pour les élevages situés à proximité et également pour l'ensemble de la filière. Donc moi, pour ce qui me concerne, je me suis focalisée sur la partie élevage. Donc les conséquences économiques donc, sont déjà très importantes. On arrive à 1 million d'euros environ pour l'élevage foyer. Et si on s'intéresse aux élevages situés dans les 10 km autour de cet élevage foyer, on est quasiment à 3 millions d'euros de préjudice subis.
donc ce qui était déjà assez important. Alors peut-être pour préciser donc comment on a obtenu ces chiffrages, donc ces estimations. Alors on est reparti finalement d'un scénario, suite à la confirmation du cas au niveau de l'élevage foyer, donc les animaux sont abattus par l'administration, tout le cheptel est abattu, l'éleveur doit ensuite réaliser un nettoyage, désinfection complet de son site d'élevage, respecter un vide sanitaire avant de repeupler son site. Donc ce vide doit être au minimum de 35 jours, mais il peut s'étendre jusqu'à 3 mois si jamais il est trop compliqué de le mettre en œuvre ou s'il est trop coûteux. Donc on a fait différentes hypothèses et en tout cas, ce qui nous a intéressé en premier lieu, c'est la perte de marge, de l'éleveur puisque finalement, c'est vraiment la grande partie du préjudice subi, c'est la perte de marge sur coûts alimentaires et renouvellement sur toute la période d'arrêt de production. Donc entre le moment où les animaux sont abattus et le moment où l'éleveur retrouve sa situation normale, donc après le vide sanitaire et après toute la période de repeuplement. Donc ici, c'était un élevage naisseur-engraisseur avec des truies qui produit ses porcelets. Donc au final, la période de repeuplement s'étend sur environ 1 an, donc ce qui est une période très longue. Donc on a une perte de marge sur toute cette période. Donc pour faire les chiffrages, on a retenu des données moyennes sur 3 ans, aussi bien pour les performances de l'éleveur. Donc il y avait un éleveur volontaire dans le cadre de cet exercice qui nous a communiqué ses performances. Et on a retenu des prix lissés sur 3 ans et on a estimé une perte de marge entre 500 000 et 600 000 euros. À cela s'est ajouté le coût du repeuplement, donc le rachat complet du cheptel, toutes les charges associées, donc on était autour de 400 000 euros, ce qui fait qu'au final, dans le cadre de l'exercice, donc puisque l'élevage avait 460 truies présentes, on arrivait au million d'euros que j'ai évoqué tout à l'heure, donc environ 2 000 euros par truie présente, ce qui est quand même donc un préjudice assez important. Ensuite, donc, au niveau des élevages situés autour de cet élevage foyer, donc, ceux-là sont soumis à restriction de mouvement, donc interdiction de sortir des animaux des différents sites d'élevage, pas de circulation de camions. Donc les porcs restent plus longtemps sur le site, donc, ce qui génère des charges en plus pour l'éleveur, notamment en termes d'alimentation, et un alourdissement des carcasses, et donc ces carcasses qui vont être dépréciées ensuite quand elles pourront de nouveau être vendues. Donc là, on s'est intéressé au préjudice pour un élevage moyen. Donc en production, sans rentrer trop dans le détail, mais on a une conduite en bande en production porcine. Donc c'est-à-dire que les animaux suivent une certaine rotation et quand un lot de porcs est vendu, il laisse la place du coup à des animaux plus jeunes qui viennent dans le bâtiment. Donc quand on a une restriction de mouvement, on pourrait avoir un embouteillage. Enfin, il faut que les animaux sortent à un moment pour laisser les plus jeunes rentrer. Donc dans ces cas-là, s'il y a une restriction de mouvement, on peut être amené à devoir euthanasier des animaux pour pouvoir maintenir tout le monde dans de bonnes conditions d'élevage. Donc en prenant ces différentes hypothèses, on a estimé le coût lié à la restriction des mouvements entre 100 et 190 euros par truie pour un naisseur-engraisseur. Et dans le cadre de notre exercice, donc pour revenir à notre exercice PISU, dans la zone de 10 km, donc située dans le Finistère autour de l'élevage foyer, on avait 146 sites d'élevage, donc on arrive à un préjudice total de 2,7 millions d'euros. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie élevage. Merci beaucoup, Alexia. Et si juste pour clarifier, hein, si Oui, j'ai bien compris, c'est un préjudice en supposant que l'épidémie est jugulée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propagation au-delà du simple premier foyer. tout à fait, c'est ça. Et c'est sur 35 jours. On a pris l'hypothèse d'une restriction de mouvement pendant 35 jours pour prendre le temps de mener toutes les enquêtes épidémiologiques, vérifier qu'il n'y a pas d'autres cas et à ce moment-là, au bout de 35 jours, pouvoir réouvrir les. C'est vraiment un exercice effectivement qui se passe dans une situation assez optimiste, Très optimiste. Ouais. optimisée en tout cas. Merci Mm. beaucoup. Et du coup, alors si on va voir au-delà de l'exploitation, les marchés, Elisa. Oui, alors justement, là, dans cet exercice, on a aussi voulu prendre un peu de recul et de voir quels pouvaient être les impacts pour l'ensemble de la filière. Parce que finalement, dans le cas de la FPA, ce qui a au cœur des enjeux économiques, c'est l'arrêt des exportations vers de nombreuses destinations et des destinations qui sont rémunératrices pour le marché français. On pense par exemple à des destinations en Asie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Et vraiment, au cœur de cette étude d'impact de l'arrivée de l'AFP en France, c'était quels seront les impacts sur les exportations et donc du coup sur l'ensemble de la filière. Alors pour ça, on s'est intéressé au cas allemand, puisque chance pour les Français, l'AFPA est arrivée d'abord en Belgique puis en Allemagne.
Donc, on a commencé par évaluer quel a été l'impact de la FPA sur la filière allemande dans son entièreté. Et ensuite, à partir de cette étude d'impact, on a extrapolé les résultats à la situation française. Et dans le cadre de cette étude, ça a été assez compliqué de se défaire des facteurs d'évolution de marché, hein, de la conjoncture en tant que telle. Et donc, du coup, là, pour ça, on a utilisé une méthode économétrique. La méthode des doubles différences pour identifier l'effet de la FPA en tant que tel. Donc, sans rentrer dans les détails, l'arrivée de la FPA sur un marché, ça entraîne une perte brutale des revenus à l'export. En France, selon si on est dans une année où l'export est très porteur ou un peu moins, on est sur un impact de l'ordre de 154 à 364 millions d'euros pour l'ensemble de la filière. Donc, c'est quand même loin d'être négligeable. Et ces pertes à l'export, de manière automatique, elles vont se répercuter sur les prix du porc à la production. Donc là, l'arrivée d'un cas de FPA en France risquerait de faire chuter le prix du porc à la production de l'ordre de 14%. Donc selon, pareil, la conjoncture, ça représente des pertes de l'ordre de 20 centimes par kilo. Et ce sont des pertes qui se répercutent ensuite sur tous les autres maillons, notamment sur le maillon des pièces de découpe jusqu'au consommateur potentiellement. Donc voilà, on a tenté de faire, de dresser un portrait plutôt large. Et comme tu l'as dit, Alexia, toi, tu as travaillé sous des hypothèses. Pareil pour cette partie-là. On a travaillé sous des hypothèses et notamment l'une, c'était qu'on n'avait pas d'accord de régionalisation entre la France et la Chine, par exemple. Ce qui paraît une hypothèse très… Merci beaucoup, Elisa. Ce qui paraît une hypothèse prudente, réaliste, nécessaire. Alors, à l'époque, c'était une hypothèse qui était prudente, hein. Sauf que fin d'année dernière, il y a eu effectivement un accord dressé entre la France et la Chine. Donc, l'impact qui dresse un portrait un peu noir, finalement, qu'on a calculé, pourrait être un peu moindre grâce à l'arrivée de cet accord. D'accord. Et pareil, pour bien comprendre, c'est toujours dans la même simulation, dès le premier cas, en fait, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros pour la filière liée aux impacts sur les marchés. Oui, tout à fait. Que ce soit faune sauvage ou cas domestique, de toute façon, on était sur ces ordres de grandeur-là, mais en effet, là, on était dans le même cadre que Alexia a présenté, dans le cadre de l'arrivée d'un cas en élevage. Bien, merci beaucoup, Elisa. Alors, je vais passer la parole à Maxime parce que Alexia et Elisa ont travaillé sur des hypothèses et je pense que Maxime, lui, va devoir nous parler non pas d'hypothèses, mais de vécu. Non, mais ça fait une magnifique transition. Moi, je remercie Alexia et Elisa parce qu'elles ont déjà dit beaucoup de choses concernant les modalités de gestion d'une crise virale, qui est celle de la PPA. Bon, malheureusement, chez vos amis les volailles, oui, on est passé de la simulation au cas concret, avec malheureusement, hein, depuis 2006, si je retrace un petit peu l'histoire de l'influenza aviaire hautement pathogène en France, on a eu un premier cas en 2006. On l'a assez vite oublié, parce que depuis, on s'est habitué, mais en 2006, un seul élevage de dinde dans les Dombes a eu la chance de rencontrer ce virus. Et même si on l'a oublié, les conséquences économiques n'étaient pas négligeables. On ne les a pas complètement évaluées à l'époque, mais la production et la consommation de volailles à l'époque a été réduite de 30%. C'est le consommateur qui a réagi à cette époque, chose qui n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai que le consommateur aujourd'hui est moins sensible à l'influenza aviaire, paradoxalement, puisque, alors je ne sais pas s'il s'est habitué ou si la communication, en tout cas, autour de ce risque viral a été maîtrisée. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux. En tout cas, une étude mériterait de s'y intéresser. En tout cas, pour les productions avicoles, depuis 2015, on subit malheureusement des crises à répétition. Vous le savez, le virus de l'influenza aviaire nous vient d'Asie, nous vient de la migration d'oiseaux sauvages qui inondent malheureusement le continent asiatique, européen et maintenant l'Afrique.
également les États-Unis, de ce virus hautement pathogène qui, avec les années, on le sent bien, s'adapte à nos conditions d'élevage. Alors c'est intéressant hein, par rapport à ce que disaient nos collègues tout à l'heure hein, de Boehringer, Téchaumet et Egbert autour de la vaccination, mais il faut quand même savoir que effectivement un certain nombre de pays sont vaccinés, et notamment la Chine, ce qui n'empêche malheureusement pas le virus de s'adapter et de venir chez nous. Donc la vaccination, même s'il est une solution, on pourra en discuter si vous avez des questions dans le chat, mais on est un tout petit peu moins, on va dire, jovial que nos amis producteurs de vaccins. Donc, pour vous refaire un petit peu l'histoire de cette crise, on est passé d'une épisode aussi, ce qu'on appelait couramment en France, hein, depuis 2015, 2016, 2016, 2017, 2019, 2020, une épisode aussi que l'on voyait chaque année dans le sud-ouest de la France, affecter les canards et les volailles labels, puisque c'est une zone de production assez importante, hein, une zone à risque de diffusion, comme on l'appelle maintenant dans le jargon. Et malheureusement, cette crise a eu une envergure extraordinaire cette année, puisque l'ouest de la France a été touché, le centre de la France a été touché, mais d'une façon générale, l'Europe aujourd'hui est extrêmement touchée. Comme je vous le disais tout à l'heure, chose qui n'existait pas jusque-là, l'Espagne est touchée, l'Afrique, y compris l'Afrique centrale, est extrêmement touchée par cette influenza hautement pathogène, et les États-Unis, hein, cette année, comme dans l'exemple qui a été présenté sur les années 2014-2015, cette année, nos amis américains ont aussi abattu une quarantaine de millions de poules pondeuses. Alors, si les premiers épisodes d'influenza aviaire, qui touchaient donc bien le sud-ouest de la France, ont eu des conséquences assez dramatiques, hein, puisqu'elles ont conduit, sur le premier épisode, à une centaine de foyers à partir de ce H5N1, qui a conduit à l'abattage de 3 millions d'animaux, qui a conduit à ne pas produire 10 millions de canards gras, une crise qui a été évaluée hein, dans les stades qui étaient concernés, dans les strates de la filière qui étaient concernées, de l'accouvage jusqu'au transformateur, à environ 440 millions d'euros. C'est ce que ça a coûté à l'État, enfin à l'État et aux entreprises surtout, puisque l'État a indemnisé les éleveurs, a pris en charge évidemment le dépeuplement, la gestion de cette crise qui est extrêmement lourde, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, dépeupler le foyer, s'occuper de ce qui se passe autour, restreindre les mouvements, prendre en charge ces coûts cachés qui sont ceux du vide sanitaire qui est entraîné par la gestion de ces foyers, le retour au statut indemne, en plus de l'impact sur l'export qui était assez modéré hein, dans le cadre de la région du Sud-Ouest, et le risque a été relayé et en tout cas contenu à cette région du Sud-Ouest, ce qui a permis à certaines entreprises de continuer à exporter, pas avec tous les pays, et malheureusement pas avec la Chine. On aimerait bien avoir le même type d'accord, mais on exporte très peu en Chine de toute façon. En tout cas, cette crise à l'époque, avec 106 foyers, a coûté 440 millions. L'année d'après, la deuxième crise qui a pris un tour encore plus important, puisque c'est 160 foyers qui ont été déclarés dans le Sud-Ouest avec une contamination extrêmement importante. Elle a coûté près de 600 millions d'euros, évaluée à l'époque, hein, avec finalement un impact très important essentiellement sur les marchés français, avec les pertes de production hein, qu'entraînaient ces diverses crises. Un petit peu même chose sur la crise de 2019-2020. On a eu une petite année de respiration où le virus a oublié de passer chez nous, c'était tant mieux. Pour autant, on a continué en cette année 2019-2020 à euthanasier ces 4 millions de canards qui étaient présents sur le secteur pour une crise qui a coûté également à peu près 500 millions d'euros. Donc, je vous la fais en 3 ans, on est à peu près à 1,5 milliard hein, de coûts pour cette filière avicole. Jusqu'à cette année où, en plus du Sud-Ouest, malheureusement, le Grand Ouest, qui est une immense zone de production hein, pour la volaille française, a malheureusement subi de plein fouet cette crise avec 1300 foyers au total sur le territoire français. Avec cette année, une immense nouveauté, c'est que non seulement les élevages étaient touchés, mais la multiplication, l'accouvage était touché, la reproduction, mais aussi la sélection a été touchée, puisque notamment la sélection canard, la sélection volaille étaient dans la zone et n'a malheureusement pas, malgré le fait que ce sont des élevages à extrêmement haute biosécurité, pu éviter cette vague. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une
dans une période, Dieu merci, depuis le 17 mai, nous n'avons plus de foyer, tout va bien de ce côté-là. On va procéder à un repeuplement progressif de nos zones de production. Malgré tout, il va nous manquer un étage de la production extrêmement important, la reproduction, puisque la sélection étant touchée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notamment la sélection et la reproduction palmipède a perdu plus de la moitié de son capacitaire. Il faudra 2 ans pour que ça revienne à la normale, donc je vous encourage assez rapidement à faire le plein de foie gras, parce que très clairement, les capacitaires aujourd'hui de production en canneton sont extrêmement faibles et ne reviendront pas du fait du temps de multiplication qui va être nécessaire pour arriver à la normale. Ce qui fait que le chiffrage de cette crise de cette année, qui est encore loin d'être réalisé, mais est extraordinairement élevé. Bon, les derniers chiffres qui me sont arrivés, entre la préparation de ce webinaire et aujourd'hui, on a quasiment doublé, puisqu'on serait à 1,7 milliard d'euros de préjudice pour la filière. Donc, je vous laisse imaginer dans quel état est cette filière volaille. En tout cas, elle se pose énormément de questions quant à cette possibilité de gestion de cette crise. Ça fait 5 ans, on essaye de la gérer. Ça fait 5 ans que les producteurs, que les filières s'organisent pour tenter de la réduire. Pour autant, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a un virus qui s'adapte à nos productions. Le virus influenza, pour ça, est extrêmement intéressant, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, il a été capable d'aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, le virus influenza fait du 20 km par semaine, grosso modo. Donc, ça, on sait le mesurer dans les outils de simulation de l'ANSES notamment. On sait mesurer que ce virus fait 20 km par semaine. Et vous imaginez bien qu'un virus qui fait 20 km par semaine, quand on le gère comme un foyer, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, Alexia, c'est-à-dire en s'intéressant aux 3 km, puis aux 10 km, sans dépeuplement préventif, sans action de gestion extrêmement forte de restriction des mouvements, on a perdu cette course. Et c'est bien le retour de cette crise cette année et son ampleur, en fait, a démontré que malgré l'immense implication des services de l'État pour gérer cette crise, avec les moyens qui sont ceux de l'État, qui sont ceux des professionnels pour assurer le dépeuplement, l'équarrissage, on s'est très vite rendu compte cette année qu'on était incapable d'emmener les animaux ou à l'abattoir ou à l'équarrissage, puisque les volumes étaient extrêmement importants. En tout cas, on n'était pas du tout préparé. Donc, je trouve que le travail de l'IFI pour cela est extrêmement intéressant, parce que justement, il permet d'imaginer. Mais en tout cas, l'un des éléments que je peux vous transmettre, en tout cas de la part de la filière volaille, c'est qu'il faut effectivement toujours imaginer le pire et s'y préparer, parce qu'on est dans l'organisation, dans la discussion entre les services de l'État, les professionnels, dans les capacités, les moyens qui sont nécessaires pour juguler ce type de crise, toujours pris de court. Et on a souvent beaucoup de surprises. Donc, voilà, si je peux faire un tout petit retour d'expérience de cette crise à vous partager, et je suis à votre disposition pour échanger sur la suite, puisque je suis là pas tellement au titre du directeur scientifique de l'ITAVI, mais surtout parce que j'anime un groupe de vétérinaires dont le boulot est d'aider les professionnels à trouver des solutions pratiques, parce qu'il faut beaucoup de solutions pratiques pour imaginer sortir de ce type de crise que nous vivons en parallèle des autres. Merci en tout cas de votre attention. Christine, ton micro est muet, je pense. Je viens de voir, ouais. Merci. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation. Donc là, on monte en échelle d'ampleur de coût, là, visiblement. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait une question dans le chat sur la présentation en porc, qui portait sur le fait que les élevages de sélection et de multiplication pourraient être atteints et que ça pourrait poser des problèmes à la fois pour l'approvisionnement, le repeuplement, l'amélioration génétique en porc. Donc ça, j'ai compris que pour l'IFIP, ça n'a pas été pris en compte. Et par contre, pour les volailles, on est en plein dedans. C'est bien ça? Malheureusement, ça a été vécu et c'est une immense complication. Puisqu'aujourd'hui, voilà, pour vous donner un exemple, les capacitaires d'approvisionnement
En caneton pour le foie gras, on est aux alentours de 20 à 30% du capacitaire normal. Donc, ça vous laisse augurer la saison de fin d'année et les grandes difficultés qui vont être celles de la filière foie gras à très court terme. Merci Alexia et Elisa. Peut-être vous auriez un commentaire sur les risques si ça se propageait, enfin s'il y avait des répercussions sur la sélection-multiplication. Oui, malheureusement, oui, il y a des chances qu'on observe le même type de conséquences qu'en volaille, si c'était le cas. Alors, c'est vrai que ces élevages-là, vous l'avez dit également, sont normalement vraiment au point en termes de biosécurité. On a parfois des élevages, nous, sous air filtré en porc, en sélection. Donc, est-ce que ça suffirait? On peut Je ne sais espérer. pas pour la PPA, mais alors je peux vous Mm. dire une chose, c'est pour que l'influenza, ça suffit. Oui. Mais effectivement, nous, dans le cadre de l'exercice, on ne l'avait pas pris en compte puisque dans la zone, il n'y avait pas d'élevage de sélection-multiplication. Mais ça rajoute effectivement du poids économique. D'accord, Et- merci. Et au-delà de ça, ça touche aussi toutes les entreprises qui vendent des semences, qui exportent notamment des semences et notamment vers l'Asie. Hein, actuellement, depuis l'AFP en Asie, il y a vraiment eu une hausse du commerce à ces destinations-là et ça pourrait représenter, pareil, hein, un gain, une perte énorme à l'export également, à la fois en animaux vivants, mais aussi en semences génétiques. D'accord. Merci Elisa. Bien, alors je vous propose qu'on fasse une petite incursion du côté des ruminants. On va se tourner vers Arnaud, qui lui est aussi un peu dans une approche supposée. Arnaud, C'est moi qui rumine. voilà. Moi, je me suis intéressé, et je m'intéresse toujours à la tuberculose bovine. Pour reprendre Maxime, qui disait qu'il faut imaginer le pire pour mieux s'y préparer, c'est vraiment la problématique qu'on a et la problématique qu'on développe conjointement avec la DGAL au ministère de l'Agriculture, qui s'intéresse donc à la tuberculose bovine, qui est une maladie qui est un peu rampante sur le territoire français, qui est un peu plus présente par exemple au Royaume-Uni. En France, la prévalence de la tuberculose bovine elle est relativement basse, mais elle a tendance à augmenter graduellement et on a du mal à maîtriser la hausse de cette prévalence. Alors, c'est d'autant plus vrai sur certaines régions, type sud-ouest ou type Côte d'Or, mais bon, sur la plupart du territoire français, cette maladie-là, on a du mal à la réguler. Et donc, on s'est intéressé depuis quelques années à savoir quel type de prévention on pouvait faire. J'ai co-encadré une thèse sur le sujet et on montre principalement que, en fonction du type d'exploitation, en fonction de l'orientation laitière allaitante, en fonction de la région, en fonction de l'effet des voisins, la préoccupation pour la prévention de la tuberculose n'est pas forcément prégnante. Et il y a des plans de lutte nationaux qui sont mis en place, dont un plan de lutte national tuberculose bovine 2017-2022 qui a été mis en place et qui a mis l'accent vraiment sur la prévention, sur le fait qu'il fallait mettre en place toujours un peu plus de mesures de biosécurité. Nous, ce qu'on a montré dans notre recherche, c'est que les politiques de biosécurité, elles coûtent cher, mais elles ne sont pas maladies spécifiques. Et donc, on a pu en montrer l'intérêt, montrer qu'un effort de biosécurité pouvait avoir un effet à la fois, ou un bouquet d'efforts de biosécurité pouvait avoir un effet à la fois sur la tuberculose bovine, mais aussi sur d'autres maladies. Donc, le gain potentiel ou la minimisation des pertes potentielles, elle est à faire sur plusieurs maladies. Mais même si on arrive à montrer ça, même si on arrive à montrer le gain potentiel à prévenir, on a toujours du mal à investir à la fois les industriels du secteur et les éleveurs pour en faire un peu plus. Et donc, on est passé à une autre phase simulatoire qui se rapproche de ce qu'a présenté Elisa tout de suite. C'est on a essayé d'imaginer quelles seraient les conséquences de marché à l'échelle de la France si on perdait le statut indemne de tuberculose. C'est quelque chose c'est une maladie qui est réglementée, qui est notifiée à l'OIE. Et si on perd le statut indemne de tuberculose, alors on perd beaucoup de droits à l'exportation. Des droits à l'exportation qui sont très variés en fonction des pays avec lesquels on échange. Alors, certes, sur les bovins, on échange principalement avec l'Europe, mais pas que. Donc, concernant l'Europe, on a des règles générales qui s'appliquent à tous les pays de l'UE, mais hors UE, ce sont des règles bilatérales. Ce sont des règles France-Turquie, France-Iran, France plein de pays, parce que je dis ces pays-là parce que les principaux pays d'échange, hormis l'Europe, c'est sur le pourtour méditerranéen. Et donc, si on perd le statut indemne de tuberculose bovine, on perd du marché export. Donc, on s'est amusé, entre guillemets, à calculer quel serait l'effet de la perte de statut indemne de tuberculose pour
pour le secteur bovin français, donc à l'échelle nationale. On est passé par un type de modélisation qui est une modélisation en équilibre général calculable, donc qui permet de calculer les effets marchands de chocs comme cela. Donc, conséquences pour les secteurs agricoles, mais aussi pour les industries d'amont qui font de l'alimentation ou les industries d'aval, industries de transformation, distribution et jusqu'à la consommation. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que si on fait chuter le marché à l'export, si on fait par exemple chuter l'export de 20%, alors les conséquences, elles sont assez brutales, à la fois elles sont assez brutales pour tous les secteurs bovins, principalement pour le secteur bovin viande, mais aussi pour tous ceux qui font du bovin mixte, parce qu'il y a beaucoup de viande. Les pertes peuvent aller de quelques dizaines de millions d'euros jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Et ce qu'on montre surtout, c'est que donc ces pertes-là, comme le disait déjà Elisa, c'est que les pertes à l'export occasionnent donc un manque à gagner pour les éleveurs qui se retrouvent rapidement en chute de trésorerie. On montre dans notre recherche que si on fait un calcul sur le long terme, alors c'est un très fort risque pour le capital des exploitants, et donc on peut craindre des banqueroutes, craindre des fermetures d'activité. Et ces pertes-là, donc ces pertes à l'export qui se traduisent en une baisse de prix des bovins sur place, ont aussi des conséquences de perte de valeur ajoutée pour les industries d'aval, voilà, pour les résultats généraux. L'intérêt de ce calcul-là, et pour faire le lien avec ce que je disais au début sur la prévention, c'est que se placer dans une situation potentielle de guerre, dans une situation critique, permet de montrer un événement contrefactuel et permet de montrer en creux en quoi les efforts de prévention, même s'ils sont coûteux, permettent d'éviter des pertes qui seraient beaucoup plus élevées. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Et du coup, ce travail, il vise à convaincre en fait la filière d'accroître les efforts de biosécurité avec un espoir ou des éléments montrant que pour ce qui est de la tuberculose bovine, il y aurait des résultats d'accroître la biosécurité, alors qu'on a vu que sur les volailles, pour le moment, c'était peut-être un petit peu juste, quoi. Là, on a bon espoir que l'augmentation de la biosécurité permettrait de réduire les risques de se retrouver dans cette situation critique. Oui, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas exactement que la biosécurité, c'est mettre un petit peu plus d'efforts financiers dans la prévention de manière générale, la biosécurité, mais aussi la détection qui est assez coûteuse et c'est assez difficile en fait de détecter la tuberculose bovine. C'est pour ça aussi qu'elle est assez rampante. La détection coûte cher et demande surtout beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de déplacements en exploitation. Donc, dans les régions les plus touchées ou les départements les plus touchés, la détection est plus forte, enfin, les efforts de déplacement de vétérinaires sont plus forts, mais ce n'est pas généralisé sur le territoire français. Et si on voulait généraliser, alors ça coûterait très cher à tout le monde. Et l'idée, c'est de montrer que si toute la filière fait un peu plus d'efforts vers ça, alors ce n'est pas seulement une moins-value parce qu'on paie plus cher en détection, c'est d'abord, avant tout, un parapluie ou une prévention pour éviter des pertes qui seraient bien plus colossales en cas de perte de statut. Donc, ce n'est pas que la biosécurité, c'est aussi la détection. La détection, d'accord. Ouais. D'accord, merci. Christelle, je crois qu'il y avait des questions dans le chat. Oui, je vois qu'il y a une question, donc c'est lié à la présentation sur la partie porcine avec la peste porcine africaine par Alexia et Elisa, et qui porte sur les coûts en élevage qui ont été estimés. Est-ce que vous avez comparé avec les coûts en élevage en Allemagne, étant donné qu'il y a eu, il commence à y avoir des cas? Alors non, on n'a pas eu d'éléments sur ça. Donc il y a eu, je crois, 5 foyers en Allemagne. On n'a pas eu d'éléments sur les. Alors, en tout cas, il y a de grandes chances que une méthode similaire ait été appliquée pour indemniser les éleveurs. C'est ce qui avait été fait aussi en Belgique. Ils avaient abattu des cheptels en prévention. Donc c'est toujours le même principe de prendre en compte la perte de marge de l'éleveur sur la période impactée par la non-production et les coûts du repeuplement. Mais on n'a pas eu d'éléments pour pouvoir comparer. D'accord. Et je m'excuse, j'ai fait une fausse manipulation. Je voulais répondre à une question, je l'ai déplacée dans Résolu. Je suis désolée. Pas grave, elle a été reposée, je pense. Ouais, je pense. Ah, d'accord. Pas grave, Alexia.
Donc, je peux peut-être répondre du coup en direct. Je crois que c'était sur les 1,7 million. Du coup, j'ai pas vu si Mais elle a été. je crois que c'était sur les volailles, en fait. C'était pour la partie Ah, volaille, d'accord. apparemment. Voilà. Pardon. Ah bon, bah alors c'est pas. 1,7, Oubliez mon. Et donc, la question revient à Maxime Quentin. C'est pour les pertes estimées pour la filière volaille, 1,7 milliard d'euros. Est-ce que ça inclut aussi les pertes en abattoir? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est d'ailleurs là qu'elles sont le plus importantes. Donc oui, c'est une estimation qui a été. Ce sont vraiment des estimations, hein, des chiffres à prendre avec des pincettes, puisqu'on est. Enfin, c'est pas terminé d'ailleurs, puisque ces pertes, elles vont continuer dans l'année, étant donné que certains abattoirs n'auront plus d'approvisionnement, en canneton notamment, et sur d'ailleurs toute la France, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, parce que même si le problème est local, le fait que la couvage et l'étage sélection aient été touchés rend le problème absolument national. Et ça, en termes d'indemnisation, y compris pour les éleveurs, c'est un problème, puisque ce sont des éleveurs qui peuvent être dans le nord, dans l'est, dans le sud-est de la France, qui n'ont jamais vu le moindre virus, qui vont être indirectement impactés, eux, par le manque de capacitaire de production de la couvage. Voilà, mais oui, dans cette évaluation globale du 1,7 milliard, on a tout mis. D'accord. Alors, du coup, j'avais une question, mais donc Maxime y a répondu, c'était savoir s'il y avait des choses, enfin, non, partiellement, parce que, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes et qui ne sont pas prises en compte dans ces estimations que vous nous avez proposées les uns ou les autres? Alors, moi, j'en vois en tout cas une qui me saute aux yeux. Enfin, il y en a plusieurs. La première, le fait qu'aujourd'hui, on ait des élevages qui sont concentrés dans des régions particulières, qui sont organisés en filière avec des modes de production qui favorisent la diffusion de ce virus, aujourd'hui implique des réflexions de fond sur l'organisation des filières. Sur l'étage sélection notamment, le premier travail qui est en cours, notamment par le syndicat national des accouveurs, qui regroupe les accouveurs et les sélectionneurs, c'est de se dire, bon, comment on peut faire pour rapidement ne plus avoir d'élevage dans une zone à risque de diffusion, dans une zone à risque d'introduction du virus, et comment on se protège demain d'une épizootie de ce type. Ça, il y a un travail en cours dans le cadre de France Relance 2030, et avec une évaluation économique de ce que va coûter une relocalisation ou une délocalisation, notamment des troupeaux de sélection, une protection de ces troupeaux de sélection, même s'il y a des backups en dehors de la France, chez beaucoup de sélectionneurs. Néanmoins, il y a une organisation à mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Et pour descendre peut-être directement à l'étage des éleveurs, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, mais la fréquence de ces crises en production avicole amène un certain nombre d'éleveurs à mettre la clé sous la porte et à arrêter tout simplement, par découragement, par manque de perspective d'avenir et d'inquiétude vis-à-vis de la gestion de ce risque. Donc, dans les zones qui sont concernées, vous savez qu'on a une pyramide des âges qui n'est pas forcément en notre faveur dans nos métiers agricoles, et avec des céréales qui ne se portent pas trop mal, avec un contexte aviaire comme celui-là, certains éleveurs décident d'arrêter. Ça, c'est une vraie problématique à venir pour les professionnels, et les jeunes se posent la question de commencer quand même. D'accord, merci. Est-ce que sur les bovins, Arnaud, il y aurait des choses qui n'auraient pas été prises en compte dans les estimations et qui sembleraient importantes? Oui, alors, il y a plusieurs points. Alors déjà, une vraie différence entre le secteur bovin et puis ce que Maxime vient d'expliquer sur le secteur avicole, où il dit que très rapidement, on voit qu'il y a beaucoup de pertes sur le secteur des abattoirs. C'est que du fait qu'une vache, c'est pas pareil qu'une poule, et qu'on l'élève sur sur plus longtemps, quand on met un choc économique type arrêt des exports ou arrêt très temporaire, eh bien là, on peut avoir des conséquences négatives très fortes sur le secteur de l'élevage, mais qui ne se répercutent pas à court terme sur les secteurs aval ou des abattoirs. Parce que si, par exemple, on arrête les exports d'animaux, alors on en a plus sur place et potentiellement, ça fait de la matière première un peu moins chère pour les abattoirs. Donc, à court terme, on ne voit pas forcément un effet négatif pour les abattoirs. Mais par contre, à plus long terme, si on y arrive, on entraîne des mises en faillite ou des arrêts d'exploitation, comme le disait aussi Maxime. Et là, pour le coup, c'est un effet totalement inverse pour les abattoirs, et ça déstructure
très lourdement la filière. Donc ça, c'est une des premières difficultés qu'on essaie de surmonter, qu'on essaie de montrer dans nos simulations. Mais ça, c'est encore un travail qui est en cours. Ce qu'on n'a pas encore pris en compte dans nos simulations, c'est la potentielle régionalisation de cet arrêt des exports. Imaginons une perte de statut indemne de tuberculose bovine, pas pour toute la France, mais seulement pour les régions les plus concernées. C'est un vrai enjeu pour la filière, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'exports de bovins qui se font depuis le centre de la France vers l'Italie, pour leur broutard. Et le vrai risque, en fait, c'est que ce serait de voir débarquer massivement la maladie dans cette région-là. Et donc, limiter le transport d'animaux et interdire les exportations uniquement depuis les régions les plus touchées, qui ne seraient pas forcément les plus exportatrices, alors ça permettrait quand même de faire un gros parapluie pour l'ensemble de la filière. Le danger, c'est la diffusion de la maladie, et dans ce cas-là, on n'est pas vraiment dans le cas de l'influenza aviaire avec une diffusion spatialisée, on a une diffusion qui est beaucoup par le commerce aussi de la maladie, et limiter le commerce permettrait aussi largement de limiter la diffusion de la maladie et donc la diffusion des conséquences financières et économiques pour tous. Donc voilà, c'est ça la limite, c'est qu'on n'a pas encore régionalisé. D'accord. Donc, merci. Donc, une situation, des impacts très différents et des leviers aussi qui seraient des leviers d'action très différents également. En fait. Oui. Okay. Sur le port, sur cette question, il y aurait quelque chose à compléter ou vous vous retrouvez dans la situation plutôt des volailles ou plutôt des bovins? Ce qu'on peut rajouter en port, c'est on a analysé les impacts économiques de l'élevage jusqu'aux éleveurs de la zone, jusqu'à la filière. On se rend compte qu'ils sont énormes, mais là où on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, c'est qu'on n'a pas chiffré le risque de cessation d'activité. Maxime, quand on a parlé avec le nombre d'éleveurs qui a dû arrêter au fur et à mesure des crises successives, là, quand on regarde les expériences belges et allemandes, on voit que les impacts de la FPA sont catastrophiques, avec des éleveurs qui doivent cesser leur activité, qui sont en faillite, et des filières qui ne s'en remettront probablement pas. Et donc là, on ne s'est pas risqué à estimer ça, mais par contre, bien évidemment, ce sont des impacts qu'on garde en tête et qui sont bien évidemment non négligeables. De la même manière, on ne s'est pas non plus intéressé à l'impact sur le consommateur. On a jugé que l'arrivée de la maladie aurait faiblement un impact sur la consommation, comme ça a pu être le cas en Belgique et en Allemagne, mais finalement, on n'a aucun élément qui nous a permis de vérifier cette hypothèse ou de l'objectiver véritablement. D'accord. Oui, merci. D'accord. Je crois qu'il y avait une question dans le chat. Oui. Donc ça, c'est plutôt pour Maxime sur l'influenza. Comment doit-on interpréter le fait que la faune sauvage continue à être impactée par l'influenza hautement pathogène? Est-on dans une phase endémique et quid du statut de la France? Grande question. Oui, non, mais il faut être assez réaliste. Oui, on se pose d'immenses questions quant au statut de la France, en tout cas sur le plan. Je ne sais même pas si on s'en pose vraiment plus. Parce qu'effectivement, même s'il n'y a plus de foyers officiellement déclarés dans nos élevages, en revanche, oui, jusqu'au week-end dernier, on trouvait encore des oiseaux dans l'épidémiosurveillance qui est mise en œuvre par l'OFB et l'ANSES. On met en évidence une circulation du virus sur la faune sauvage et la faune sauvage endémique. Donc la répétition des crises et l'importance des crises a fait qu'il y a eu une diffusion virale extrêmement importante dans la faune sauvage, et l'adaptation de ces derniers virus, notamment à cette faune sauvage, fait que je crois qu'on peut effectivement dire que la France est proche d'un statut non indemne en influenza aviaire, ou en tout cas la faune sauvage est effectivement très infectée. Donc ça nous inquiète énormément, parce que ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une résurgence en dehors des périodes à risque. On a déjà une crise cette année qui a duré du mois de novembre jusqu'au mois de mai, ce qui est déjà inédit.
qui pose quelques problèmes hein, pour le niveau de risque en France, hein, et ce qui fait qu'un certain nombre de nos volailles qui devraient être en plein air restent à l'intérieur pendant des périodes trop longues. Mais oui, on est extrêmement inquiet de ce risque, et ce qui fait qu'on prend énormément de précautions dans le repeuplement de nos zones de production, que la biosécurité est extrêmement surveillée, effectivement, parce que c'est un prérequis. Hein, je vous disais tout à l'heure que la biosécurité est dépassée par les événements, ce qui est le cas. Néanmoins, ça reste la base de tout contrôle de ce virus. Et l'objectif de la France, là, en l'occurrence, il est bien de s'en débarrasser. Hein. Donc, ça veut dire de la biosécurité. Parce qu'on ne peut pas laisser circuler un virus de ce type, que ce soit dans la faune sauvage, mais ça, on ne peut pas grand-chose, mais surtout dans nos élevages. On est sur une potentielle zoonose, et le risque zoonotique, il est pris très au sérieux hein, par les professionnels de l'ANSES, en l'occurrence, et par les pouvoirs publics, parce que c'est un risque non négligeable qui est déjà apparu dans certains pays, en Asie notamment, hein, en Europe du Nord il y a quelques années, avec des cas de contamination humaine avec ce type de virus. On sait que cette année, pour la première fois, ce sont 8 génotypes qu'on a retrouvés sur le terrain. 8 génotypes, ça veut dire une diversité de recombinaisons possibles de ce virus qui est sans précédent. Et là, plus il y en a, plus il y a un risque de recombinaison qui nous serait potentiellement embêtante. Donc, on a un devoir de contrôle et un devoir de sécurisation de cette diffusion virale, qui fait qu'aujourd'hui, la vaccination, même si elle apparaît comme une solution idéale hein, du point de vue des éleveurs et du terrain, et même d'un grand nombre de professionnels, aujourd'hui, elle fait l'unanimité, même si on perdrait notre statut indemne par définition, avec la mise en application de ces vaccins, pardon, elle ne nous apparaît pas tout à fait la solution idéale pour contrôler la diffusion à bas bruit d'un virus qui est potentiellement zoonotique. C'est pour ça que tout à l'heure, je douchais un tout petit peu l'optimisme de nos amis vaccinateurs. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions. On peut s'en autoriser encore quelques-unes entre nous à l'oral pour ceux qui n'auraient pas écrit leurs questions dans le chat. Si on devait se poser la question, donc Maxime nous a apporté un élément de réponse de prudence par rapport à la vaccination, du fait qu'il y a des dimensions de risque de diffusion à bas bruit, de recombinaison et de risque zoonotique. On a vu que dans les espoirs, on espère avoir bientôt un vaccin contre la peste porcine africaine, même si, bien, quand je dis bientôt, je ne sais pas, c'est peut-être quand même une échéance de quelques années. La tuberculose bovine, il y a des travaux anglais sur les vaccins. Si, du point de vue économique, on vous demandait d'évaluer le potentiel intérêt de passer à une stratégie de vaccination, est-ce que vous voyez est-ce que ce serait facile à mener, quelles difficultés il y aurait, quels vous paraîtraient les points importants à prendre en compte pour voir l'intérêt ou les limites de la vaccination? Est-ce que... Commencer peut-être. En fait, la vraie difficulté qui se pose aujourd'hui déjà pour la tuberculose bovine et pour essayer de motiver la filière à investir un peu plus dans la prévention, et puis c'est une difficulté, et cette difficulté qui est plus large, qui est vraie pour toutes les maladies, notamment les maladies respiratoires chez les jeunes bovins, etc., c'est que si on met en place plus largement la vaccination, ou si on met en place plus largement des stratégies préventives, alors nécessairement on augmente les coûts de production ou les coûts de gestion pour les éleveurs et pour les industriels, les coûts de manutention, les coûts d'accès aux animaux, etc. Et ça, aujourd'hui, quand des efforts sont faits, ce n'est pas toujours très, très, très bien traduit dans le prix qui arrive aux consommateurs. Et donc ça, je pense que c'est une des vraies difficultés à la fois de compréhension pour la recherche et à la fois de mise en place pour les filières, de mettre en place, je sais pas, soit des formes de labellisation ou en tout cas de différenciation prix entre des élevages ou des productions qui seraient, disons, standards ou au standard d'aujourd'hui, et puis d'autres qui seraient plus vertueuses en termes de prévention de la santé publique.
D'accord, merci Arnaud. Ouais, juste peut-être juste une Oui, discussion, merci. parce que alors, paradoxalement, la vaccination, on l'appelle de nos voeux dans la filière agricole, mais ce qu'on mesure très mal pour le moment, et ce sera probablement un frein, c'est les frais de surveillance sanitaire qu'il engendrera. Et effectivement, non seulement il y a le coût du vaccin, mais il y a le coût de cette surveillance sanitaire, hein, pour s'assurer que la diffusion à bas bruit n'existe pas, qui, elle, est encore assez mal mesurée par les professionnels. Et malheureusement, il n'est pas du tout certain, même si je pense qu'éthiquement, en termes de confort de gestion, la vaccination, elle va être un grand confort pour demain. Il ne faut pas qu'elle remette en question la biosécurité chez les éleveurs, mais il faudra aussi qu'elle soit acceptable sur le plan économique, comme l'a très bien dit Arnaud. Et malheureusement, on ne le mesure pas, mais elle aura un coût qui sera quand même extrêmement important. Donc, probablement pas du niveau que celui que l'on fait vivre aux finances publiques depuis quelques années et aux finances des entreprises. Néanmoins, il sera loin d'être négligeable. Et si pour certaines productions, comme le canard, ça pourra être acceptable, dans la stratégie vaccinale qui va être mise en œuvre, il y aura une approche qui sera probablement extrêmement précise et précautionneuse pour ne pas faire une vaccination tous azimuts, parce que économiquement, effectivement, toutes les filières ne pourront pas le supporter. D'accord, merci. En port, est-ce que la question a été posée? Peut-être je pas viens trop encore, tôt. Pas encore. je pense que c'est un petit peu tôt, mais après, j'avais envie de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, comme quoi cette vaccination devrait être prise en charge par l'administration, finalement. Ça peut- Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, c'est Bon, pas ce que alors, vous avez dit, mais les c'est vrai que professionnels pourraient l'appeler de leur vœu, on est d'accord, c'est mais non, ça. ce sera surtout pas ce que Non, non, mais comme ça a été dit aussi donc par Arnaud, effectivement, en général, nous, quand on regarde le rapport coût-bénéfice d'une vaccination, on regarde le coût du vaccin et l'amélioration de performance attendue, par exemple, pour l'éleveur. Enfin, on reste au niveau de l'élevage. Là, bon, bah, il y aura, alors forcément, il y aura une baisse de mortalité. Il faut mettre en relation le coût du vaccin et de toute la procédure qui entoure cette gestion de la vaccination avec tous les coûts là, que l'on a estimés les uns les autres au niveau de la filière. Donc, effectivement, c'est compliqué à envisager. Et effectivement, si l'éleveur n'a pas un retour, c'est compliqué de rajouter encore ce poste de coût. Il y a déjà beaucoup de coûts en élevage. Mais alors, vous qui avez fait ce travail à l'IFIP déjà de simulation pour sensibiliser vos éleveurs, si vous faites le pire, peut-être qu'ils seront prêts avant les éleveurs de volailles, hein, qui, pendant ces 5 dernières années, ont refusé le vaccin, et refusé les travaux, refusé d'avancer sur le sujet, et aujourd'hui se retrouvent devant un mur, hein. Donc, comme le disaient tout à l'heure les deux intervenants, Boehringer, c'est en temps de paix qu'on se prépare à la guerre. Et ça, c'est vraiment une leçon qu'on apprend malheureusement de crise en crise dans la filière avicole. Et justement, ça me permet de rebondir sur une question, Christine, si on a encore quelques minutes. Oui, vas-y. Ça fait le lien avec… Les deux, trois. Du coup, si on fait le lien avec les acteurs, on voit pour la partie volaille, bon, c'est un constat dressé à partir des remontées de tous les acteurs de la filière pour faire l'estimation de l'impact économique. Sur la partie en bovin et en porc, où c'est plus des simulations, est-ce que vous avez présenté ça, est-ce que vous avez présenté ces résultats-là aux différents acteurs de la filière, c'est-à-dire même jusqu'aux éleveurs, et quelles ont été leurs réactions suite à la découverte de ces résultats, ou à la présentation en tout cas du coût avec ces hypothèses que vous avez prises? Donc oui, ces résultats ont été présentés. On a une journée, lors de différentes journées. Il y a une journée IFIP, il y a eu la restitution aussi du projet PISU, spécifiquement organisé par l'OS Port Bretagne, auprès de la préfète de Bretagne, et donc de l'administration. Donc l'ensemble des acteurs ont eu connaissance de ces chiffres. Donc effectivement, tout le monde est d'accord. Tout le monde conçoit que c'est vraiment, quand ça arrive, une crise de cette ampleur, c'est dramatique économiquement pour toute la filière, hein, jusqu'à, voilà, avec tout l'aspect filière travaillé par Elisa. Et donc, l'ensemble des acteurs sont prêts à vraiment travailler. Alors, nous, c'est plus au niveau de la biosécurité, de tout ce qui peut permettre d'éviter
en tout cas, si jamais un cas venait à apparaître en France, éviter que ça se propage, que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum la propagation. Dans le cadre de l'exercice, il y avait tout un groupe qui travaillait aussi sur la communication, faire en sorte que tous les éleveurs de la zone soient avertis le plus rapidement possible, que vraiment tout se mette en place très rapidement et pour anticiper au mieux. Donc tous les acteurs bien sûr sont impliqués, Nous, pas encore de réaction chez nous, puisque on devait avoir une réunion avec les acteurs de la filière en juin et ça sera qu'en septembre. Donc pour l'instant, on a principalement interagi avec la DGAL. Et bon, les résultats, en fait, le fait de faire des simulations et de dire quel coût ça a, on sait déjà, on n'a pas besoin de faire de la recherche pour dire ça va coûter cher. Tout l'intérêt qu'on a eu, nous, c'était d'avoir des ordres d'idées des grandeurs. Et en fait, avec des collègues toulousains qui ont calculé les coûts potentiels de prévention, là, on met ça au regard des coûts potentiels si jamais on ne fait pas de prévention. Et c'est là qu'est tout l'intérêt. Bon, en plus, c'est d'autant plus rassurant qu'on a réussi à tomber sur des résultats où c'est pire quand même si on ne fait pas de prévention, quand même. Mais c'est tout l'intérêt de la chose, c'est de réussir vraiment à quantifier des intuitions que chacun peut avoir. Après, la réaction des acteurs, il faudra me réinviter. C'est une vertu pédagogique en objectivant, en mettant des chiffres derrière des spéculations d'impact. C'est exactement ça. D'accord, écoutez, je pense Et- que… Et Oui. pour compléter, Arnaud, il faudra vraiment te réinviter parce que la mémoire est extrêmement courte. Ça, c'est dans l'histoire des crises avicoles. On se rend compte malheureusement que la mémoire est courte et que d'une année sur l'autre, quand une année se passe bien, beaucoup de choses s'oublient. Mais bon, peut-être c'est vrai, nous-mêmes dans nos comportements de prévention, quand on n'a pas de problème, on se relâche pour notre santé à nous aussi. Donc, je pense que c'est très, très humain. Écoutez, je pense qu'on va vous remercier parce qu'on a déjà un petit peu débordé le temps. On a fait 2 heures de session, mais ça a été un peu au-delà de ce qu'on vous avait annoncé. Merci beaucoup à tous. On voit que c'est extrêmement intéressant, extrêmement complexe, mais enrichissant de faire ces évaluations économiques, que ce soit ex post au vu des crises subies ou même quand la crise n'est pas encore là, le potentiel, l'intérêt pour la réflexion des simulations semble très, très important. On voit que vous arrivez sur les exemples que vous avez pris, qui ne sont pas des petits exemples, sur des valeurs où on est sur des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Donc, des répercussions qui sont, vous l'avez dit aussi, ça ne prend pas tout en compte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des effets, il peut y avoir des effets de long terme qui soient bien plus importants que cela, des effets difficiles à chiffrer, mais de risque de désorganisation et on va dire de perte d'activité de long terme dans les filières. On espère qu'on ne va pas aller là, mais en tout cas, les outils économiques que vous nous avez présentés, les chiffrages qui permettent d'objectiver les choses, je pense, sont extrêmement intéressants. Et merci beaucoup de nous avoir présenté à la fois vos résultats et puis aussi ce que vous avez vu comme comment vous l'avez obtenu et les limites que vous y mettez. Je pense que c'était extrêmement enrichissant. Merci pour l'accueil, en tout cas. Merci pour les discussions. Merci à tous. Merci à vous. On va remercier l'ensemble de nos participants. Christelle, est-ce qu'on a des instructions de fin de session à donner ou est-ce qu'on peut… Non. Juste quelques peut-être instructions pour la suite. C'est que n'hésitez pas à suivre nos actualités. C'est juste un petit peu de communication et de publicité pour l'AFZ. Vous pouvez suivre nos actualités sur le site de l'AFZ ou via les réseaux sociaux et vous abonner et adhérer notamment à l'AFZ. Comme ça, vous pourrez recevoir en direct les informations par notre newsletter. Donc, je finirai par, comme l'a dit Christine, m'associer à tous vos remerciements, enfin aux remerciements qui ont été faits à chaque intervenant, mais aussi à tous les participants pour ces échanges nombreux et enrichissants. Et donc, Christine, je te laisse la parole après vous avoir souhaité à tous une bonne fin de journée et un bon été. Merci beaucoup, merci à tous et vous avez retenu et vous pouvez expliquer à vos collègues qui auraient bien voulu venir à ce webinaire mais qui n'ont pas pu, qui pourront le retrouver sur la chaîne YouTube de l'AFZ.
Et merci à Christelle, merci à Christine pour la qualité de ce webinaire et la préparation. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.